À la une ce soir. Depuis ce temps-là, pas de nouvelles, pas de courriel, pas rien, on est laissé tout seul. Des centaines de voyageurs toujours coincés à l'étranger, malgré une entente de principe conclue entre WestJet et ses agents de bord. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des changements, des annulations, des retards de vol dans les prochains jours pour le temps qu'on remette les opérations en place. Guerre au Moyen-Orient. Donald Trump réitère ses menaces envers l'Iran. I want to give him every last chance before decapitation. Problème de coquerelles et de vermine à répétition à Montréal. Des locataires exténués demandent de l'aide. Le concierge m'avait déjà dit qu'il enverrait quelqu'un que jamais personne n'est venu comme exterminateur. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée. En pleine période estivale, disons que la grève chez WestJet est venue bousculer les plans de vacances de bien des voyageurs. Mais bon, il y a eu une entente de principe qui a été conclue entre le syndicat qui représente les agents de bord Volaille et WestJet. Ça suspend donc pour l'instant la grève, mais pour les voyageurs, c'est loin d'être réglé. Et on va les joindre Elliot, qui est à l'aéroport de Montréal. Bon, dis-moi comment ça se passe ce soir là, pour les voyageurs? Bien, le premier vol depuis le début de la grève de WestJet décolle à partir de Montréal à 5h45. Alors, bon, on commence à revenir à la Montréal, à la normale, pardon, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont coincés à l'extérieur du pays. Dans la file là, du premier vol, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour parler uniquement à des employés de chez WestJet parce que la communication entre WestJet et sa clientèle depuis le début de la grève est, disons, laborieuse. Je vous laisse écouter ça. Our flight was supposed to be tomorrow. It was canceled yesterday, and we tried calling and going online, and I couldn't get through to anybody. So we're here to ask somebody for help to get us a flight. WestJet, ça a été zéro pin bar, aucune communication, aucune, rien, niet. J'ai même pas été capable de parler pendant 12 heures de temps. Puis ça a été pour nous un problème au niveau anxiogène. En tout cas pour moi, beaucoup quand même. Là, mes enfants aussi ont pleuré. J'ai passé la soirée avec eux autres hier. Pas capable non plus de rejoindre, que ce soit ceux en République dominicaine, au Mexique, Calgary, Toronto, partout on essaye d'appeler. Rien, tous les numéros ne marchent pas ou la ligne nous coupe. Là. De son côté, WestJet a déclaré « Nos équipes travaillent sans relâche pour rétablir le service et permettre à nos invités de se rendre à destination le plus rapidement possible. Et nous remercions tout le monde de sa patience alors que nous revenons progressivement à la normale. » Mais le problème, c'est que ça pourrait prendre entre 7 à 10 jours avant que les opérations de WestJet retournent à la normale. Selon Jacob Charbonneau, qui est président et cofondateur de Vol en retard, une entreprise spécialisée dans les droits des passagers aériens, des indemnisations sont à prévoir. Tous les vols qui vont être annulés ou les retards de vol vont donner le droit à des indemnisations en plus des remboursements de dépenses. Pour les gens qui sont à destination, évidemment, il y a un devoir de rapporter les gens à bon port au niveau du transporteur. Mais pour les gens qui n'ont pas voyagé aussi, donc le transporteur se doit de trouver des alternatives de voyage. S'ils ne peuvent pas offrir le voyage dans des vols subséquents, ils doivent trouver des alternatives avec d'autres transporteurs. Si ce n'est pas le cas, les passagers peuvent par eux-mêmes faire des démarches puis réclamer les montants après par la suite à WestJet. Pour ce qui en est de l'entente de principe conclue entre WestJet et le syndicat des employés ce matin, il y a peu de détails qui ont été dévoilés jusqu'à maintenant. On sait toutefois que le principal point de friction concernait la rémunération du travail effectué au sol, notamment lors de l'embarquement et des vérifications de sécurité. Le syndicat réclamait également des améliorations salariales importantes. Selon ses représentants, les agents de bord de WestJet figurent parmi les moins bien rémunérés de l'industrie aérienne canadienne. Si je peux comprendre la grève, on comprend ça, les conditions de travail et tout, on est à fond avec eux autres. C'est plus la manière que la compagnie a géré ça. C'est une désorganisation malgré le savoir des compagnies aériennes et le fait que la grève s'en venait, le fait que les vols qui devaient être rapatriés, puis même, moi, j'ai demandé d'être rapatrié le jeudi ou même le vendredi ou même le samedi avant la grève. Ils n'ont rien trouvé pour moi pour être en mesure de pouvoir m'aider, WestJet, avant même de pouvoir être capable de ne plus pouvoir être capable de les rejoindre à partir du moment de la grève. Au total, près de 300 vols ont été annulés au cours de cette grève qui n'aura duré qu'environ 24 heures. Et même si les avions recommencent graduellement à décoller, il y a plusieurs passagers qui sont encore dans l'incertitude. À Montréal, Elliot Tremblay pour Nouveau Info.
Sur la scène internationale, le président américain Donald Trump affirme être en pleine négociation avec l'Iran, alors que Téhéran dément avoir des discussions avec les États-Unis. Et après avoir menacé de frapper l'Iran cette fin de semaine, eh bien Donald Trump s'est ravisé. Et c'est venu, bon, évidemment, affecter le prix du pétrole, mais surtout, on ne sait plus sur quel pied danser. Et là, Lila, aujourd'hui, le président américain a réitéré ses menaces envers l'Iran. Oui, on a l'impression de vivre le jour sans fin. Trump, qui avait donc annoncé des frappes samedi, il avait donc dit cette fois-ci qu'elles étaient suspendues. Hier et ce matin, que la négociation avait repris. Alors, c'est pas ce que l'Iran dit. Le porte-parole de la diplomatie iranienne en conférence de presse ce matin disait donc qu'il n'y avait pas de négociation avec les États-Unis, mais plutôt avec Oman. Et ça n'a pas plu au président, puisque sur Truth Social, cet après-midi, il écrit « Les dirigeants iraniens font preuve d'une duplicité incroyable, donc d'être hypocrites. » Plus bas, il dit que rien ne passe vers l'Iran, à moins que nous ne le voulions. Et rien ne passera tant qu'un accord ou une capitulation totale n'aura pas été conclu. Quoi qu'il en soit, Donald Trump répète inlassablement « Il y a des négociations. » On peut l'écouter. The talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, harder than any attack since World War II. And they called. And in addition, Saudi Arabia called, and UAE called, Qatar called. We're talking about the Strait, the opening of the Strait, having it open literally by tomorrow. But the first phase is the opening of the Straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. I want to give them every last chance before decapitation. Bon, Sabrina, si on ne sait plus sur quel pied danser, bien Donald Trump, ces mots ont toujours un petit peu d'impact parce que le prix du Brent est à la baisse dès que le président a parlé de négociations. Ce 3 août, moins 5%. Le prix du baril est donc de 83,50 $. Maintenant, on va se transporter en Europe parce que, bon, on se souvient de l'enclave de Ceuta où il y a eu des milliers de migrants qui ont débarqué vendredi. La situation semble s'arranger, mais ça demeure quand même instable. Oui, effectivement. Donc, en fait, la situation à Ceuta, on le sait, elle est difficile. Il y a encore beaucoup de migrants. On parle de 3 000 à 5 000 migrants qui sont encore sur place. Et je voulais revenir sur ça puisque c'est un peu l'heure de l'anatomie de cette crise aujourd'hui. La raison qui est privilégiée, c'est qu'il y a bien eu une rumeur sur les réseaux sociaux. Le pouvoir de la désinformation est immense. Résultat, l'Espagne parle quand même de 100 morts. Le Maroc en a confirmé à peu près 11 de très jeunes personnes. Il y a d'ailleurs une jeune célébrité du soccer au Maroc, une jeune femme de 20 ans qui est décédée, qui a été retrouvée dans les corps repêchés. Et donc, beaucoup sont encore en difficulté. On parle d'une crise diplomatique, mais aussi d'une crise humanitaire. Demain, les ministres de l'Intérieur de toute l'Europe se rencontrent en urgence. Plusieurs pays veulent évidemment de renforcer les frontières espagnoles. Et pour terminer très rapidement, Sabrina, il faut aussi regarder du côté des États-Unis maintenant sur un autre sujet. 25 États démocrates portent plainte devant le tribunal du commerce pour les tarifs de Donald Trump, ce qu'ils jugent incorrect. La dernière salve de tarifs. Merci beaucoup, Lila. La vidéo a été prise par une citoyenne de Cap-Rouge alors qu'un séisme de 2,8 a secoué la grande région de Québec. L'épicentre du tremblement de terre d'hier soir se trouvait à 12 km de la ville de Québec. Même le chien a fait le saut. Plusieurs ont rapporté l'avoir senti. Même si, bon, la secousse était quand même assez faible, aucun dommage n'a été rapporté. La question du partage des biens lors d'un divorce est souvent litigieuse. Et ce fut le cas pour cette histoire. Il y a un couple de millionnaires qui se sont livrés à une longue bataille judiciaire d'une dizaine d'années au Palais de justice de Montréal. Et dans ce qu'on a pu lire dans la presse aujourd'hui, eh bien, la femme réclamait à son ex-mari 220 millions de dollars, une somme que le tribunal lui a refusée. Et pour revenir sur cette affaire, notre collaboratrice Nicole Gibault qui est avec moi ce soir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Donc, d'abord, le 220 millions, ça nous paraît un montant qui est énorme. Comment on peut en venir à réclamer ce montant-là? Bien, c'est pour ça qu'on dit que c'est hors norme. C'est un procès en divorce qui est hors norme. On voit pas ça souvent, mais ça existe. Alors, on réclamait parce que Madame prétendait qu'elle avait participé et qu'elle participait à une co-entreprise familiale, qu'elle avait fait augmenter les actifs de l'entreprise comme telle, dans laquelle monsieur, évidemment, était dedans. Alors, et que quand on fait tous les calculs, puis je vous épargne tous les calculs, parce que ça n'a aucun sens d'essayer de comprendre tout ça, ça prend des experts. Alors, ceci dit, le tribunal en est venu à dire que non, elle n'a pas fait la preuve de la co-entreprise familiale pour obtenir son 220 millions, mais il lui a accordé quand même des sommes importantes parce que elle s'est... Évidemment, le monsieur s'est enrichi, et c'est ce qui est important de comprendre. Oui. L'enrichissement
du monsieur et l'appauvrissement de la dame en question, parce que oui, ça a été fait, cette preuve-là. Donc, on a accordé une somme, si je ne m'abuse, de 650 000 pour tout ça, et une pension alimentaire pour les enfants, etc. Mais à ce moment-là, ça ne devrait pas être tout le temps proportionnel. Bon, là, je sais, on parle de 220 millions. Les gens doivent dire on n'a pas besoin de 220 millions pour vivre, mais c'est-à-dire que lorsqu'on a eu un certain train de vie, est-ce qu'on devrait s'attendre à recevoir un montant qui est peut-être proportionnel à ce qu'on a apporté, disons, dans le couple? Mais je pense que tout ça a été pris en considération. Mais il y a des règles fondamentales pour la co-entreprise familiale. Il y a des règles pour l'enrichissement injustifié. Il y a des règles pour la pension alimentaire. Tout est bien orchestré et organisé. C'était un long procès. Ça a duré 10 ans. Plein de témoins, plein d'experts. Et je pense qu'on ne peut pas juste évacuer le fait qu'on n'a pas pris tout en considération. Même si, madame, on apprend dans l'article qu'elle a déposé un appel de cette décision-là, puis c'est son droit. Tout à fait. Alors, on verra si ça va être corrigé ou non. Oui, vraiment. Et est-ce que c'est coutume aussi que des processus judiciaires comme ça pour un divorce durent une dizaine d'années? C'est long, là. C'est pas dans la normalité des choses. C'est pas ce qu'on veut. Le juge n'a pas été très, très, très doux en faveur d'une des parties qui est monsieur dans les circonstances parce qu'il y avait des actifs qui avaient été cachés. Il y avait des choses qu'il n'a pas acceptées. Qu'il blâme les procédures judiciaires longues et coûteuses sur cette personne-là qui est monsieur. On a vu d'ailleurs notamment que c'était comme une espèce de guérilla judiciaire. C'est ce qu'on nous a dit. Absolument, c'est ce qu'ils appellent la guérilla judiciaire. Voilà. Et bon, Nicole. voilà, c'est comme ça que ça a terminé. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Des locataires montréalais exaspérés d'être aux prises avec, entre autres, des problèmes de vermine. Tous les détails dans un instant. Bien, des locataires endurent littéralement leurs mauvaises conditions dans leur logement par crainte de représailles. On parle de présence de coquerelles, de souris, de rats. Les propriétaires font exterminer, mais les bestioles reviennent puisque les travaux ne sont pas complétés adéquatement. Il y a des locataires qui dénoncent le laxisme de leurs proprios qui possèdent au moins une douzaine d'immeubles sur l'île de Montréal. Véronique Dubé. Je me trouve aujourd'hui sur le plateau Mont-Royal parce qu'il y a un locataire à l'intérieur de cet immeuble de 28 logements qui est entré en contact avec moi. Il dit qu'il y a des problèmes à l'intérieur de son appartement avec les coquerelles et les souris, que ça dure depuis des semaines, voire des mois, mais que rien n'est fait adéquatement pour qu'on puisse s'en débarrasser. Il m'a d'ailleurs fait parvenir ses photos et ses vidéos en preuve. Là, il y a des trous. OK, il y a des pièges comme ça partout dans ton appartement. J'en ai... Les réparations sont trop mineures, en fait. S'il y a un trou dans le mur, on va pas refaire le mur. Juste repeindre ou même... C'est juste du bricolage. Il faudrait vraiment tout refaire d'un coup, je pense. Pourtant, un exterminateur est venu à 3 reprises au cours des derniers mois pour faire le ménage, mais les insectes sont toujours présents. Ça vient du bâtiment, en fait. Tu peux éradiquer pendant peut-être 2 mois, mais... Je pense que ça reviendra tout le temps. D'autres locataires qui ont refusé de parler à la caméra par peur de représailles m'ont confirmé eux aussi avoir des problèmes de coquerelles récurrents depuis plusieurs années. Certains ont procédé à des travaux de calfeutrage par eux-mêmes. So your tenants explained to me that they have problems with insects and mice since many weeks. Not true. It's not true. Because I'm fixing my problems, I'm taking care of my problems, and it's nothing to do with the journalist. It's between me, tenants, and the city. J'ai donc questionné la Ville de Montréal pour savoir si elle faisait quelque chose et l'arrondissement du plateau Mont-Royal m'a confirmé qu'il y a eu une inspection le 28 juillet. L'équipe a constaté la présence d'un insecte non identifié, d'un élément s'apparentant à un excrément de souris ainsi que de plusieurs pièges à vermine. Le locataire a confirmé que 3 exterminations professionnelles ont eu lieu dans les dernières semaines et que les équipes de la Ville vont entrer en contact avec le propriétaire afin de lui demander les rapports d'extermination. Selon nos vérifications, le même propriétaire possède au moins 200 portes à Montréal, comme ici, dans ces immeubles à logement de Villeray. OK, ça a besoin d'être remplacé, tout ça. OK. Avez-vous des problèmes avec les blattes, les coquerelles? Oui? C'est tout ce que j'ai pu trouver là, à date là, depuis un certain temps. Le concierge m'avait déjà dit qu'il enverrait quelqu'un, il n'y a jamais personne qui est venu comme exterminateur. Ce que j'ai entendu comme exterminateur, je l'ai vu, c'est pour les rats encore.
En 2025, l'une de ses locataires l'a poursuivie jusqu'au tribunal administratif du logement pour des problèmes de coquerelle. Le tribunal l'avait d'ailleurs condamnée à effectuer les travaux. Mais en réalité, les locataires sont rares à se battre devant le TAL. On a bouché tous les trous pour pas qu'ils rentrent. Okay. Ils essayent encore de rentrer, mais c'est déjà fait mort on par les un entend doigt. gruger dans le mur, mais ils rentrent pas. Nous avons interrogé les arrondissements où se situent les différents immeubles. Dans certains cas, on nous a expliqué qu'il y a eu des inspections. D'autres fois, on nous a conseillé de plutôt faire une demande d'accès à l'information. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Salut Victor! Salut Sabrina! Alors, on revient ensemble sur cette entente de principe conclue entre WestJet et ses agents de bord. Bon, encore une fois, un autre conflit dans une compagnie aérienne canadienne. Est-ce que ça commence à entacher, en fait, la réputation, justement, des transporteurs aériens canadiens? C'est sûr que pour les voyageurs, pour les gens qui nous écoutent, qui partaient en vacances, c'est une tâche indélébile sur l'industrie, globalement, l'industrie canadienne du transport, parce qu'ultimement, lorsqu'on prend ces vacances-là, ces voyages, on s'attend à une fiabilité et chaque retard crée des désagréments importants. Imaginez quand c'est 3-4 jours puis qu'on est obligé de canceller des vacances. Oui, effectivement. Et sinon, quand tu pensais, en fait, de la communication de WestJet envers les gens qui étaient pris notamment à l'étranger ou même les gens, par exemple, qui se trouvaient à Montréal et qui voulaient aller à l'étranger, on a senti que les gens étaient un peu perdus là, dans tout ça. C'est là où je trouve qu'on a erré le plus et du côté de chaque compagnie qui vit une crise, on dirait qu'on ne sait pas comment réagir. Je trouve ça un petit peu hallucinant de voir des gens attendre à l'aéroport pendant des heures, de voir des gens à l'étranger qui n'ont pas de réponse. Dans une gestion de crise comme celle-là, tu es supposé avoir un processus très clair qui permette aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire. Il faut que la prise en charge soit complète. Il faut que les gens sentent qu'on leur prend la main, qu'on les accompagne et que des gens qui ont l'information la transmettent adéquatement. Dans ce cas-ci, les gens arrivés à l'aéroport, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de comptoir ouvert. Les gens à l'étranger sont sur le téléphone. Et ça, ce que ça crée, c'est une catastrophe au niveau de la perception, de la réputation et de la perception à long terme. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans une relation de client avec la compagnie. On est dans une relation de plainte, ce qui va aussi amener des conséquences, par exemple, sur les plaintes futures qui vont être déposées. Et en même temps, ça peut être difficile justement pour les voyageurs parce que, bon, on l'a vu conflit chez Air Canada, chez Air Transat, maintenant chez WestJet. Les voyageurs canadiens peuvent dire, bien, je ne veux plus nécessairement prendre ces compagnies aériennes-là, mais ça reste que c'est quand même difficile. Il n'y en a pas beaucoup des compagnies canadiennes. Là. Et c'est là où, justement, il faut revenir sur comment le gouvernement va gérer la réputation de notre industrie aérienne globalement. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'au Canada, il semble manquer d'une structure qui nous permette d'éviter certaines grèves. Et comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer, justement, que l'on retrouve une fiabilité et qu'à travers ça, on retrouve la confiance des voyageurs et des voyageuses, parce que c'est là où est-ce que, justement, on se doit de protéger le public face à des industries où peut-être qu'on ne gère pas adéquatement les relations de travail. Et justement, est-ce que tu penses que cette grève-là aurait pu être évitée? Parce qu'on a vu, il y a quand même eu un préavis de grève de 72 heures quand même. Lorsqu'on voit la durée de la grève, on peut justement se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu en venir à une entente plus rapidement? Est-ce qu'il y a eu de la pression, par exemple, du ministère des Transports ou du politique pour dire à WestJet, OK, là, il faudrait embrayer parce que sinon, on va être obligé d'intervenir. Il faut voir aussi que l'entente d'Air Canada a probablement inspiré WestJet dans cette entente-là. Donc oui, j'ai hâte d'entendre l'entreprise à savoir est-ce qu'on aurait pu l'éviter. Mais malheureusement, des fois, par exemple, ça prend une grève pour que tout le monde se mette à la table avec la bonne attitude. Parce qu'encore une fois, c'est la question de la rémunération qui était au cœur des enjeux. Là. Oui, cette question de la rémunération au sol, de ce que les agents vivent pendant qu'ils sont en attente. Espérons qu'il n'y ait pas d'autres événements du même genre qui se reproduisent à l'avenir, surtout pour les voyageurs. Donc voilà, reste à savoir maintenant s'ils vont être en mesure de voter pour ou contre, en fait, cette entente de principe-là. Merci beaucoup, Victor. Au revoir. On va parler de cours d'eau parce qu'il y a plusieurs lacs qui sont en mauvais état au Québec. 2 des plus dégradés se trouvent en Estrie. Ils sont situés où? À Saint-Malo et à Saint-François. Xavier de Brompton. Marc-Antoine Mailloux nous donne les détails. Plus les années passent et plus le problème augmente. Puis on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Là, on n'est plus en train de guérir. Là, on va être à veille d'être à la respiration artificielle si on bouge pas. Ces 2 lacs sont hypereutrophes, ce qui signifie qu'ils sont très riches en nutriments, en azote et en phosphore. C'est le stade de vieillissement le plus avancé, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité de l'eau. On veut retrouver le côté récréatif du lac. La baignade, on se promène en kayak, en canot, on en voit beaucoup sur le lac. Il n'y a pas de problème si on tombe à l'eau, là. Ça ne sera pas dangereux, là. Tu te laves après, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c'est pas le lac n'est pas en santé. Le fait d'avoir une visitation intense autour d'un lac
soit de l'agriculture ou ça peut aussi être la villégiature, donc une utilisation humaine avec des fosses septiques, par exemple, qui ne sont pas aux normes de la journée, donc qui ont aussi des fuites. C'est des choses qui peuvent amener des engrais vers des lacs. Donc, ça peut être un engrais aussi appliqué sur les pelouses, ça peut être des engrais appliqués dans les champs agricoles ou ça peut être des fosses septiques qui sont problématiques aussi. Ils font un développement, les sédiments par la crue des eaux prennent le petit cours d'eau d'à côté, puis ça va dans le ruisseau plus grand, puis le ruisseau plus grand se jette dans le lac. Alors, on fait du développement un peu ici et là. Présentement, par contre, on est plus conscient. C'est certain que quand il y a du développement domiciliaire, maintenant, la municipalité va faire des bassins de rétention qui va capter les sédiments là, s'il y a des pluies fortes. Pour pas que ça se retrouve dans le lac. Pour pas que ça se retrouve dans le lac. Maintenant, tu sais, il y a des actions qui sont faites. Souvent, la conséquence le plus évidente que les gens vont voir, c'est une surface de lac recouverte d'une algue verte. Donc, c'est des micro-algues, c'est des algues, mais quand elles sont super abondantes, ça va créer une surface sur le lac qui ressemble à même parfois la peinture. C'est comme si quelqu'un avait mis de la peinture dans l'eau. Au Québec, pendant longtemps, on a pris nos lacs pour acquis. Puis on ne les a pas fait attention, puis tranquillement, ils se sont dégradés. Puis là, on dirait qu'on se réveille pour dire « Oh mon Dieu, mais il y a des lacs qui sont donc bien malades. » C'est un peu déprimant pour les gens comme José, comme moi et comme d'autres qui sont dans les associations de ces lacs-là, d'ici puis des autres, qui font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer les choses, puis qui n'arrivent pas à faire améliorer les choses, mais qui se font dire « Vous êtes dans les pires lacs du Québec. » C'est un peu frustrant. L'Association du Petit Lac Saint-François espère que des solutions seront mises en place rapidement. À Saint-François-Xavier de Brompton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. La municipalité de l'Ascension a déclaré l'état d'urgence en raison des fortes pluies qui ont endommagé plusieurs routes. Et maintenant, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des images qui nous reviennent de Repentigny parce que l'heure est aussi au nettoyage après le passage d'une possible tornade dans cette ville. Des arbres ont notamment été déracinés. Il faut dire que plusieurs municipalités ont été touchées par les pluies torrentielles au cours des dernières heures. Et il y a toujours une veille d'orage violent, entre autres 50 et 80 mm de pluie qui sont attendus au lac Saint-Jean. Alors voilà, bien sûr, on va surveiller tout ce qui se passe côté météo et sinon, nous, on se retrouve ce soir dès